M. Issa Timoua Bakari et le professeur Maurice Kamto sont des réacteurs à propulsion nucléaire pour l'apaisement. Il faudrait que les deux, que le président de la République reçoive les deux. Ça ne coûte rien. On a vu ailleurs où il y avait des guerres. Je dis bien des guerres civiles. Et les différents protagonistes ont fini par s'asseoir autour d'une table. Il faut que ce soit le cas. Tous ceux qui viennent avec des discours, c'est-à-dire allant dans le sens d'insulter tout le reste, moi je dis, il faudrait que les plénipotentiaires de certains partis politiques, notamment du RDPC, fassent l'effort de ne plus permettre qu'ils prennent la parole publique. Il faut être, c'est à quoi on assiste en ce moment. Vraiment, il faut être déconnecté pour croire en cette promesse. C'est-à-dire, il faut rapidement, il faut des actes forts en matière de prévarication des ressources publiques. Il peut commencer par le Covid-Gate, par la Can-Gate, et il coupe les têtes. Si je peux dire ça. C'est pas un discours de l'apaisement, vous de couper la tête. Non, je vous... Quand vous détournez... Non, quand vous détournez... Il y a des termes. Oui, bon, j'enlève le terme. Oui, voilà. Donc, on les met de côté. Vous dites de couper non, on les met de côté. Donc, monsieur Mouté, laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler. Que le professeur Moïse Kamto a été injustement recalé par le Conseil constitutionnel. Jean-Robert, c'est la précision laisse-moi parler. Je ne suis pas venu pour attribuer les notes au MINAT ou au Conseil. Je dis ce que je pense. Je pense que le professeur Maurice Kamto, à la prochaine convention du MSC, va reprendre sa place. En 2008, c'est Thierry Maki-Dionne avec cette histoire de levée de verrou là. Faut pas voir tout le monde qui le combat là aujourd'hui. Ils sont DPC le jour, la nuit, ils font le contraire. Et quand moi je parle, ils disent que moi je suis un opposant de l'intérieur. Parce que je dis des vérités qu'ils ne veulent pas voir. Moi je vais dire, le président était hors sol. Hors sol. Parce qu'il a donné l'impression qu'il ne mesurait pas la gravité, contrairement à ce qu'il a dit. Parce que quand il dit je mesure la gravité, c'est pour ça que quand j'ai suivi ce discours, quand il a dit je mesure la gravité, je m'attendais à autre chose après. Mais malheureusement, j'ai été déçu puisque j'ai eu l'impression que le président était déconnecté, n'est-ce pas, des réalités de ce pays. Parce que tu n'as jamais... il faut que tu fasses de bon sur lui. Non, mais depuis que je t'écoute des années. Non, mais moi je connais par exemple des ministres qui font du bon travail. Donc, je connais des ministres de tempérance et de pondération. C'est une chose. Je l'ai déjà cité sur ce plateau. C'est une seule chose de bien. De bien que bien fait. Si durant ce septennat. Non, depuis que tu le connais. Non, mais durant ce septennat, moi je dis, il n'y a rien eu de bon. Et vous-même, vous l'avez dit. Vous avez dit qu'il a reconnu dans son discours. C'est vous en tant que RDPCiste. C'est pas de ça que je parle. Qui l'avait dit? Je dis, tu lui as jamais rien reconnu de bon depuis qu'il est président. Mais avant la crise anglophone, je pouvais encore trouver certains points positifs. Mais la crise anglophone est venue effacer même ce que j'avais de positif. Non, il n'y a plus rien. Moi, attendez, il est garant de l'intégrité territoriale. Nous, bon, on en est où aujourd'hui? Il a dit qu'il devait apporter la paix et la prospérité. Où est-ce qu'on en est? Au début de son discours, j'ai eu un petit espoir quand il a parlé de l'union sacrée. L'union sacrée. Ouais. Mais très rapidement, il a retrouvé son naturel. Il a commencé à insulter, à parler des politiciens irresponsables. Mais il n'a pas insulté. Quand il dit les politiciens irresponsables, ça veut dire qu'il indexe une catégorie de Camerounais, ceux qui font de la politique. Il faut que ce soit... Justement, est-ce que vous vous sentez concerné, vous? Je ne me sens pas du tout concerné, même comme j'ai été solidaire des villes mortes. Oui. Mais je n'ai jamais été solidaire des casses, mais des villes mortes, oui. Mais écoutez, vous avez dit que quand on organise une marche, on est responsable. Je suis d'accord. Mais la police aussi doit savoir encadrer les marches et ne pas interdire ces marches. J'ai quand même été sidéré quand le président de la République s'est mis à féliciter Elekam. C'est quand même terrible. Alors que Elekam, elle-même, a demandé qu'on revoie les textes, qu'il y ait une refonte, donc qu'il y ait une révision des textes, la régissant. Mais lui, il est venu, il a félicité Elekam, et ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas prêt à réformer Elekam, encore moins les textes qui régissent Elekam. Or, ce qui était une attente
terrible de ceux qui voulaient que politiquement il y ait des règles équitables. Il aurait pu, par exemple, au cours de ce discours, mais pourquoi pas le faire, puisqu'il est humain, demander d'en mettre sur pied une commission restreinte, composée par exemple de son concurrent Issa Chiroma Bakari, du professeur Maurice Kamto et d'un ou deux plénipotentiaires du RDPC, pour qu'ensemble ils fassent une proposition de code électoral, par exemple. Je veux même dire une chose. Il n'a pas également tenu compte. Il a parlé des apprentis sorciers quand il était question de parler des hommes politiques entre guillemets. Mais il y a eu près d'une centaine. Il n'a pas parlé d'apprentis sorciers. Il a dit les politiciens. Les politiciens irresponsables. Le président de la République a semblé donner raison, n'est-ce pas, au faucon de la République. Je dis le terme qu'il a utilisé, la phrase « l'ordre régnera ». Moi, c'est un blanc-seing qu'il accorde aux sécurocrates, à l'aile dure, n'est-ce pas, de ce régime. Et moi, je dis, pour une décrispation, comme je l'ai dit tantôt, j'espère que dans la phase pratique, le président de la République va mettre un accent particulier sur le code électoral, parce que le code électoral, c'est un mécanisme de dévolution du pouvoir politique dans ce pays, et que effectivement, il va véritablement tendre la main, comme aussi marqué. Il a parlé donc des réseaux sociaux, mais nous savons très bien que les réseaux sociaux, c'est des temps, ils sont l'épicentre du tribalisme. Et de la haine. Comme Serge Alain Auto a dit, des discours de haine, machin, tout ce qui mettent à mal notre cohésion nationale. Mais j'aurais bien souhaité que le président de la République s'exprime sur la cohésion sociale en condamnant fermement les propos tribalistes. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Dans un pays fracturé par la méfiance, usé par les silences et épuisé par les crises à répétition, deux voix se détachent aujourd'hui du vacarme politique. Issa Chiroma Bakari et Maurice Kamto. Deux hommes que tout oppose dans le parcours, mais que tout rapproche dans la finalité. L'un forgé dans le feu du système, l'autre affiné dans la rigueur du droit et de la résistance. Et pourtant, tous deux vibrent d'une même énergie, d'une même conviction profonde. Le Cameroun ne peut plus continuer ainsi. À eux deux, ils incarnent non pas la division, mais la propulsion, une propulsion nucléaire, comme celle qui alimente les navires destinés à braver les mers les plus hostiles. Car dans la tempête politique actuelle, Chiroma et Kamto sont ces réacteurs d'énergie nationale, porteurs d'une chaleur puissante, d'une force motrice, d'un mouvement qui dépasse les clivages. Le peuple le sent. Le peuple le sait, leurs voix résonnent avec celle du Cameroun profond, celui qui veut enfin respirer. Le président Paul Biya, à ce stade de l'histoire, devrait comprendre que le temps n'est plus à la manœuvre, mais à la transcendance politique. Refuser la main tendue de ces deux figures, c'est refuser d'écouter le cœur battant du peuple. Ce serait une erreur historique, car ce peuple-là, celui des marchés, des universités, des gares routières, des villages reculés et des grandes métropoles, a désormais trouvé ses porte-voix naturels. Ce ne sont plus les courtisans ni les flatteurs du régime, mais des hommes qui parlent vrai, des hommes qui savent ce que signifie le mot souffrance, qui mesurent la fatigue du peuple et la nécessité du dialogue. Chiroma, dans sa verve, dans sa manière directe de dire ce que beaucoup taisent, a su rallumer la flamme d'un peuple longtemps endormi. Kamto, dans sa rigueur intellectuelle et sa discipline politique, a structuré l'espérance et donné une colonne vertébrale à la contestation citoyenne. Ce sont là les deux poumons d'un même corps national. L'un oxygène la rue, l'autre alimente la raison. Et dans cette complémentarité réside peut-être la clé de notre salut collectif. Le Cameroun n'a plus besoin d'un pouvoir fort, il a besoin d'un pouvoir lucide. La lucidité, c'est reconnaître que la stabilité ne se décrète pas à coup de répression, mais se construit dans la reconnaissance mutuelle.
Paul Biya a encore la possibilité, avant que le temps ne le juge, de poser un acte d'intelligence politique. Ouvrir la porte du dialogue national véritable, non pas avec ceux qui applaudissent par intérêt, mais avec ceux qui contestent par conviction. Accepter la main tendue de Chiroma et de Kamto, ce n'est pas céder, c'est comprendre que la grandeur d'un chef d'État ne réside pas dans sa longévité, mais dans sa capacité à transmettre. Et transmettre, aujourd'hui, c'est écouter les réacteurs du pays, pas les éteindre. Le peuple camerounais, lui, n'attend plus de promesses. Il veut des signes. Il veut voir, dans un geste fort, la preuve que son destin ne sera plus confisqué. Le dialogue n'est pas une faiblesse, c'est une arme de reconstruction. Et dans ce moment charnière de notre histoire, où la légitimité s'effrite et où les villes mortes se succèdent comme des SOS silencieux, il faut oser la réconciliation avant l'implosion. Chiroma et Kamto ont chacun, à leur manière, touché la fibre nationale. Ils traduisent la colère, mais aussi l'espoir. Ils représentent la rupture, mais aussi la possibilité d'un pont. Et c'est précisément ce pont que Paul Biya doit emprunter s'il veut sauver ce qui peut encore l'être, sa légende, sa mémoire et l'unité d'un pays au bord de l'épuisement moral. L'histoire est toujours généreuse avec ceux qui savent écouter avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, l'appel est clair. Le Cameroun doit cesser de se battre contre lui-même. Les véritables ennemis du pays ne sont ni Kamto, ni Chiroma, ni leurs partisans. Les vrais ennemis sont la peur, la stagnation, le refus du changement. Le peuple a besoin de perspectives, pas de prisonniers politiques. Il a besoin d'avenir, pas d'anniversaire de règne. Ce pays n'est pas maudit. Il est simplement en attente de lucidité. Et dans cette attente, les voix de Chiroma et de Kamto sont comme deux réacteurs allumés dans la nuit, prêts à propulser la nation vers une nouvelle ère si seulement le pouvoir accepte de lever le pied du frein. Car la paix véritable ne se décrète pas, elle se négocie. Elle ne s'impose pas, elle s'invente. Si Paul Biya veut vraiment entrer dans l'histoire autrement que par la longévité, il doit accepter la main tendue. Le Cameroun n'a pas besoin d'un miracle, il a besoin d'un accord national sincère, où les hommes de parole remplacent les hommes de peur. L'avenir du pays se joue maintenant, dans la capacité à transformer la confrontation en coalition, la défiance en dialogue, et le cri du peuple en projet commun. Chiroma et Kamto, chacun dans son style, sont les réacteurs d'un même navire, celui du Cameroun qui cherche à reprendre la mer. À Biya de décider s'il veut être le capitaine qui accepte le courant, ou l'ancre qui empêche le bateau d'avancer.